Madame, Monsieur, bonjour. Insécurité, corruption, le dieu nuisible qui freine le développement de plusieurs États. En venir à bout, c'est possible, mais seul prime la synergie d'action. Nous verrons en début de journal ce que nous propose l'Union africaine de développement et l'Organisation internationale pour la migration. Le FMI en quête du consensus dans la succession de Christine Lagarde, une expérience significative dans l'élaboration des politiques économiques est recherchée. Nombreux sont les pays à se positionner avec des soutiens de taille. Le Canada, initialement en bonne posture, a été recalé. Une fois de plus, bonjour et merci de nous suivre. Certains mots ont la peau dure et pour en venir à bout, la conjugaison d'efforts reste le maître mot. Face à l'insécurité et à la corruption, l'Union panafricaine de développement et l'Organisation internationale de la migration font front commun. Ce samedi, elles proposent des pistes de solutions au travers d'un grand panel organisé à l'Université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Quelques points évoqués avec Adama Guiti et Abdullah Rasmanezongo. Une seule problématique tarot de l'esprit remue les méninges de ces universitaires et panélistes. D'ailleurs, ils sont dans leur temple de prédilection d'ébullition intellectuelle pour cogiter sur la même formule de mariage réussi, voire de collaboration franche entre population et forces de défense et de sécurité afin de décapiter, d'enterrer l'insécurité et la corruption. La situation sécuritaire devient délétère et ça se détériore de jour en jour. Elle est inquiétante. Les services sociaux ne sont plus fournis, les investissements potentiels sont abandonnés du fait du climat de terreur et de psychose qui est installé au sein des populations. Il faut procéder à un rapprochement des deux entités, à savoir les forces de défense et de sécurité, qui doivent jouer pleinement leur rôle, qui est celui de défendre les populations et leurs biens, de même que l'intégrité du territoire. Et également, la contribution des populations, qui est d'aider ces forces de défense et de sécurité, qui sans le renseignement ne peuvent pas prévenir ces attaques. La jeune féminine a également sa partition dans la lutte contre le terrorisme. Il n'y a pas de réussite de la lutte contre l'extrémisme violent sans renseignement. Et à tous les niveaux, vous avez la femme qui est à la première table. Sans doute qu'il faut un maillage intéressant, nécessaire, pour que l'on puisse impliquer la femme dans le renseignement, dans l'alerte précoce, mais aussi à travers les activités de développement. De fortes recommandations sont attendues en vue de soutenir les initiatives déjà engagées dans la lutte contre le terrorisme. L'année 2020 approche et avec elle les échéances électorales. Dans les partis politiques, rien n'est à négliger pour une efficacité maximale sur le terrain. Dans cette dynamique, l'Union pour le progrès et le changement renforce les capacités de ses premiers responsables des vice-présidences et secrétariats nationaux. Ils sont ce 20 juillet à l'école du management et de l'animation. Césaire Carrefour et Olopoda. C'est une séance de mise à niveau des cadres de l'Union pour le progrès et le changement. Une session de formation sur les techniques de management et d'animation au profit des premiers responsables des secrétariats nationaux et des vice-présidences. De nouveaux postes créés lors du dernier congrès du parti. Et la connaissance des textes d'application sur la gouvernance du parti est un impératif pour éviter des dysfonctionnements au sein de ces instances, mais surtout faire émerger la vision politique de l'UPC. Au sortir du congrès de juillet dernier, nous avons restructuré le parti. Donc il fallait que les premiers responsables du parti comprennent le fonctionnement de ces différentes restructurations et surtout les secrétariats nationaux que nous avons mis en place. Il fallait que on ait une meilleure compréhension des textes et également du fonctionnement de ces secrétariats. Il fallait nécessairement également que les vice-présidents appréhendent et comprennent mieux leurs fonctions pour une efficacité et une efficience dans la mise en œuvre du projet de société de notre parti.
Une logique pour préparer la bataille de 2020, car pour l'UPC, se présenter à des élections, c'est le faire pour promouvoir sa vision, celle de construire une société de démocratie basée sur la bonne gouvernance et l'équité. La paix, c'est ce qui est souhaité pour la région des Cascades et particulièrement la ville de Banfora, mise en actualité dernièrement pour des conflits. Les fils de la localité sont sollicités par la ministre déléguée à la cohésion sociale pour apaiser les tensions. La rencontre s'est tenue dans la belle ville de Sia où autorités coutumières et religieuses ont aussi été sollicitées. Plus de détails avec Lamine Karantao et Saturnin Paris. C'est une visite de courtoisie aux autorités coutumières et religieuses de Bobo-Dioulasso, au cours de laquelle un seul message est véhiculé par le ministre délégué en charge de la cohésion sociale. Solliciter des bénédictions et l'accompagnement des coutumiers et religieux pour un Burkina Faso paisible. J'ai mis à profit cette mission à Bobo pour leur témoigner en tout cas la reconnaissance du gouvernement pour ce qu'ils font déjà sur le terrain, pour le message de paix et de cohésion sociale qu'ils passent sur le terrain et les encourager en tout cas à aller dans cette voie. C'est des acteurs importants pour nous. Nous avons besoin d'eux pour nous aider en tout cas dans la promotion d'un meilleur vivre ensemble dans notre pays. Que ce soit devant les coutumiers ou devant les religieux, Madiara Sagnon réaffirme l'engagement du gouvernement à travailler toujours pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. Elle ajoute cependant que tout un chacun a un rôle important à jouer dans l'atteinte de cet objectif commun. La maturation des projets et programmes ou encore l'état des lieux de ceux réalisés en 2017 et 2018, c'est un exercice indispensable pour une meilleure projection dans l'avenir, en tout cas pour le secteur de la gouvernance économique. Pour ce faire, les 6 ministères qui composent ce secteur se sont retrouvés avec leurs partenaires techniques et financiers à Ouagadougou pour une assemblée sectorielle. Le compte rendu de la rencontre avec Paul-David Bambara et Tanga Kafandou. Les projets et programmes du secteur de la gouvernance économique passés au scanner des conseillers techniques des différents départements ministériels et des partenaires techniques et financiers. Sur 24 projets définis pour l'année 2017-2018, 15 ont été réalisés. Un bilan jugé satisfaisant au regard des difficultés rencontrées. L'évaluation primaire donc, qui ressort, nous nous sommes rendus compte qu'au niveau donc, du secteur, sur pratiquement 50 points en termes d'évaluation, nous sommes à 37 environ, ce qui est une performance assez mitigée, mais quand même satisfaisante quand vous regardez par exemple le contexte dans lequel nous évoluons. Je vais parler donc de la contrainte budgétaire, je vais aussi parler des remous sociaux et aussi de l'insécurité qui empêche donc la mise en œuvre des activités sur le terrain. Au titre donc de cette assemblée sectorielle, on a aussi retenu de travailler sur le thème de la maturation, de la préparation des projets et programmes pour montrer que plus on a un projet qui est mûr, un projet qui est bien préparé, moins on perd de temps dans sa mise en œuvre et plus on atteint les résultats escomptés. L'Assemblée sectorielle des projets et programmes est une rencontre qui se tient chaque 2 ans. Elle vise à garantir la gestion transparente du portefeuille des projets et programmes du secteur de la gouvernance économique. La rencontre de ce 12 juillet est la première du genre. La seconde se tiendra dans 2 ans. Le projet de développement maïs et niébé, lui, est plutôt naissant, puisqu'ayant vu le jour hier 19 juillet, comme son nom l'indique, il vise le développement de ces 2 spéculations intégrées au système financier durable et aux marchés industriels. Le projet est financé par l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique et s'étendra sur 3 années. Il permettra l'accompagnement de 15 000 producteurs dans la région des Hauts-Bassins et des Cascades. Le projet sous la loupe de Draman Guéné. Ils l'ont appelé projet de développement des chaînes de valeur maïs et niébé intégrés au système financier durable et au marché industriel. Il consiste à repérer des producteurs qui seront assistés techniquement dans la production avec des crédits financiers dotés d'équipements de conservation à la récolte et placés sur le marché structuré pour l'écoulement. L'aspect opérationnel du projet est conduit par le bureau ICDE qui compte toucher plus de 15 000 producteurs de maïs et de niébé en 3 ans. Nous comptons travailler principalement avec 6 OP. L'Union des producteurs agricoles de Oué, Komoué, Tui, Kémédougou et Léraba.
En plus de ces 5 UPPA, nous travaillons aussi avec l'Union nationale de producteurs de coton du Burkina. Il y a 2 modèles de produits financiers qui seront développés. Un modèle qui sera adapté aux intrants et un modèle qui sera adapté aux équipements post-récolte. C'est l'AGRA, l'Alliance pour la Révolution Verte en Afrique, le bras financier du projet. Des équipementiers sont déjà déterminés pour des équipements post-récolte avec à la clé des contrats de livraison de maïs et de niébé avec de gros transformateurs. Des consortiums qui sont en train de travailler sur les autres aspects en fait, de la chaîne de valeur, et ce projet vient compléter en fait, et résoudre certains problèmes qui ont été constatés dans la mise en œuvre des projets déjà sur ces produits-là. Dans le viseur du projet, 78 000 tonnes de maïs et de niébé mis sur le marché, dont 80% respectent les normes de qualité. L'espoir du projet est qu'après les 3 ans de vie, les producteurs ciblés développent leur propre autonomie et fassent de la culture du maïs et du niébé une entreprise forte. Le pacte ou encore projet d'agriculture contractuelle et transition écologique se dévoile aux ONG nationales, internationales et au bureau d'études. La rencontre de ce 19 juillet visait à mettre à nu les modalités d'exécution du pacte et susciter la participation des partenaires aux appels à projets. Jean Zongo et Aimé Solange Guigma. Potentiels opérateurs de projets, ces représentants d'ONG nationales et internationales et de bureaux d'études s'imprègnent du projet d'agriculture contractuelle et transition écologique, du fonds d'agriculture contractuelle ainsi que de la stratégie et des modalités de mise en œuvre des appuis. L'initiative est du consortium de bureaux d'études conduit par Sofreco en vue de susciter leur participation aux appels à projets du pacte. L'objectif, c'est de promouvoir les contrats de production entre les producteurs sous la forme de coopératives et des acheteurs qui peuvent être ou des acheteurs institutionnels comme la Sonagès ou des acheteurs privés comme des PME de transformation de produits agricoles. Et la rencontre que nous organisons aujourd'hui, une rencontre avec ce qu'on appelle les opérateurs de projets, donc qui vont être chargés d'identifier et ensuite de mettre en œuvre des projets d'agriculture contractuelle, donc qui vont lier des producteurs et leurs coopératives et des acheteurs. C'est un projet financé par le gouvernement burkinabé, l'Union européenne et l'Agence française de développement à hauteur de 23,6 milliards de francs CFA. Nous attendons, c'est que les contrats entre les différentes parties soient sécurisés et soient tenus par les différentes parties et que cela permette une augmentation des volumes de production, une amélioration de la qualité de la production agricole et une sécurisation des revenus pour les producteurs agricoles. Le pacte envisage la mise en œuvre de projets de production et de commercialisation contractuels. Il est donc prévu l'élaboration et le lancement de 2 appels à projets par composante dont le premier interviendra au 3e trimestre 2019. L'ONG APIL, elle, est très présente dans les régions du centre-nord et plateau central. 20 années d'existence pour 17 milliards mobilisés au profit de 72 familles. Et voici un anniversaire qui mérite d'être bien arrosé sous le thème de la mise au service du développement local. Le témoignage de Oscar Soulama et Aruna Marie. Créée en 1998 à Kaya par une poignée de jeunes, l'ONG APIL, Action pour les initiatives locales à 20 ans. 20 ans d'engagement et de sacrifice pour le développement local. Des noces de porcelaine vécues comme une occasion pour revisiter le chemin parcouru et envisager l'avenir avec plus d'espoir. C'est une occasion pour nous de rendre hommage aux populations qui nous ont cru au début, à ces jeunes qui pensent qu'ils peuvent changer de vie et qui aujourd'hui, effectivement, on a des indicateurs de changement de vie qu'on peut les présenter. Mais surtout les aider à comprendre que le développement ne peut se faire par elles-mêmes et que ce que nous avons comme contribution ne sont que des contributions pour qu'elles puissent se développer. De 6 villages au départ, APIL est aujourd'hui présente dans 180 villages du plateau central, du centre et du centre-nord. Son approche est centrée sur l'économie sociale et solidaire, force l'admiration à travers divers horizons. À tous les soutiens, APIL traduit sa reconnaissance.
20 ans de l'ONG APIL, c'est 20 ans au service de l'agroécologie, 20 ans au service de la gouvernance locale, du renforcement des capacités au niveau des collectivités et de la résilience des populations. Et également 20 ans au service de la lutte pour l'égalité homme-femme. Et je ne peux que saluer cela, vu qu'il y a quand même 72 000 ménages au total qui ont été appuyés depuis ces 20 dernières années au niveau de la région du plateau central, du centre et du centre-nord. Tout à fait fier d'avoir accompagné APIL depuis 2003 et qui permet en fait de soutenir les populations pour qu'elles puissent sortir de leur pauvreté et de pouvoir aussi protéger l'environnement en pratiquant l'agroécologie au niveau de leur exploitation agricole. L'ONG APIL ne compte pas s'arrêter là. Elle dispose dans son tiroir un plan stratégique pour la période 2020-2030. Avant de dérouler ce plan, elle offre 20 ans de vivres aux populations démunies du plateau central et du centre-nord. Il avait été question, vous vous en souvenez sans doute, de cette opération de retrait des enfants de la rue lancée par le ministère de la Famille. Elle avait touché 2000 enfants. Aujourd'hui, à l'heure du bilan, de bonnes nouvelles nous parviennent. 3 de ces enfants ont réussi au certificat d'études primaires et 3 autres au brevet d'études du premier cycle. Le bilan de la première phase de l'opération avec Aras Manezundi et Omar Zombré. Des larmes de joie de Sebobo Vogondé. Elle qui perd son fils, Alexandre Kaboré, perdu. Jadis enfant de la rue, il vient d'obtenir son BEPC, son brevet d'études du premier cycle. Pour ses parents, c'est un soulagement de savoir leur enfant en sécurité est désormais sur la bonne voie. Après son échec au BPC, il a disparu pendant 3 mois. On était très inquiets jusqu'à ce que l'action sociale nous informe qu'il est avec eux. Nous remercions le gouvernement. Avant d'aller là-bas, je savais que je pouvais avoir, mais le fait d'être à la maison, j'étais trop distrait. Quand je suis allé là-bas, c'est vraiment bon. Tous ceux qui m'ont aidé, je les remercie parce que quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu que tout ce que je faisais là n'avait pas de sens. Donc je me suis ressaisi, je me suis mis au travail. Bon, eux aussi, ils ont fait de leur mieux, ils nous ont soutenus. Donc je les remercie. Comme le petit Alexandre, ce sont plus de 2000 enfants qui ont été retirés de la rue grâce à l'opération de retrait des enfants et femmes de la rue. Initié par le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, ce projet a débuté le 10 août 2018. Et en moins d'1 an, le bilan est satisfaisant selon les responsables avec 3 réussites au certificat d'études primaires et 3 autres au brevet d'études du premier cycle. Une sensation d'une mère comblée, d'un chef de département comblé. C'est un exemple de dire, avec le travail, on peut y arriver. Ils ne croyaient même pas en eux. Aujourd'hui, ils croient qu'ils peuvent arriver. 101 enfants ont été réintégrés dans leur famille, 66 placés en centre d'accueil et 216 femmes, dont 126, bénéficient d'un pécule mensuel de 15 000 francs CFA. Ce sont environ 335 millions de francs CFA, dont 34 issus de la contribution populaire qui ont été injectés dans cette opération. Vous savez, la prise en charge de ces enfants est d'une manière holistique. Il ne faut pas seulement voir l'acte de retrait. Il faut aussi prévenir le décrochage des enfants. Prévenir comment? Permettre aux foyers de maintenir leurs enfants. Aujourd'hui, nous allons faire bientôt le lancement du projet filets sociaux qui est de transférer des ressources aux ménages, aux femmes, pour qu'elles puissent faire des activités génératrices de revenus afin de s'occuper de leurs enfants à la maison. Et en plus de cela, nous avons aujourd'hui le nouvel organigramme de notre département, déployer des agents sociaux dans les communes pour prévenir les décrochages dans les lycées, prévenir les décrochages dans les familles. Au total, 6 centres d'éducation spécialisés et de formation implantés à Ouagadougou, Gampela, Fadangourma, Orodara, Kaya et Koudougou s'occupent des enfants. L'opération rencontre toutefois des difficultés comme la faible capacité d'accueil des centres et des cas de fugue.
Le ministère de la Solidarité nationale entend donc renforcer ses actions avec une phase intensive de l'opération de retrait en août 2019, suivie de l'ouverture dès la rentrée prochaine d'un centre de prise en charge des filles en difficulté. Parlons à présent de la mise sur le marché depuis ce 19 juillet de cet ouvrage du journaliste Dieudonné Soubeiga. Le livre se veut un témoignage des hauts faits de feu le docteur Salifou Diallo dans la vie politique du Burkina les 30 dernières années. Vous y trouverez également les formules choc de l'homme politique et c'est le côté croustillant de l'ouvrage. Les premières pages ont été présentées par Constant Koulibaly et Fousseni Kindo. Remonter les racines de la légende et témoigner d'une vie de héros. Dieudonné Soubeiga, journaliste et directeur de publication de l'Étalon enchaîné, avoue vouloir simplement s'acquitter d'un devoir de mémoire. En proposant près de 2 ans après sa mort un livre sur Salifou Diallo, Dieudonné Soubeiga confie avoir été séduit par la personnalité et le charisme d'une bête politique exceptionnelle qui a marqué l'histoire politique au Burkina Faso ces 30 dernières années. Le livre intitulé Dr Salifou Diallo, le prophète redoutable, est un condensé des récits et des phrases chocs de l'homme dont chacun et chaque journaliste ne détient la palme de la titraille. Tantôt on l'appelait le Gorba national, le meneur d'hommes, le stratège, le fin tacticien, le spécialiste de Cuba, bref, le Machiavel de Ouagadougou. Si la politique était une religion, Dr Salifou Diallo l'aura pratiqué avec beaucoup de passion et de dévotion. Et notre auteur n'hésite pas à l'élever au rang de prophète. Salifou Diallo était aussi redouté et redoutable pour les membres de sa famille politique et pour ses adversaires politiques. Pour les intérêts de sa famille politique et la survie du régime de la 4e République, il posait des pots de banane à ses camarades. Il n'hésitait pas aussi à croquer de l'opposant quand cela était nécessaire. Dr Salifou Diallo, le prophète redoutable, sera disponible dès le mois d'août prochain en librairie, mais en attendant, l'auteur se sent fier d'avoir contribué à perpétuer la mémoire du civil le plus influent de l'histoire politique au Burkina Faso, du Front populaire à l'insurrection populaire d'octobre 2014. Voilà, un livre présenté ce 19 juillet et qui sera, comme vous l'avez entendu, sur le marché à partir du mois d'août. Le FMI est à la recherche de celui qui sera le candidat du consensus. Certains pays, dont l'Espagne, le Portugal, la Bulgarie et le Canada, ont déjà dévoilé les noms de leurs candidats. La France, pour sa part, compte avoir son mot à dire dans le choix qui sera opéré. Il faisait jusqu'ici figure de favori, mais son seul tort serait de ne pas être assez européen. Le Canadien Mark Carney doit renoncer au fauteuil de président du FMI que s'apprête à quitter Christine Lagarde. Le nom du gouverneur de la Banque d'Angleterre ne serait plus d'actualité après le G7 qui a réuni les ministres des Finances. Historiquement, c'est un Américain qui dirige la Banque mondiale et un Européen, le FMI. Le candidat idéal doit posséder une expérience significative dans l'élaboration de politiques économiques au plus haut niveau. Reste à savoir qui sera celui ou celle qui fera consensus. Ce jeudi, le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, a indiqué qu'il piloterait les discussions entre les pays de l'Union. Son homologue espagnol reste en bonne place sur la liste des pressentis. Nadia Calviño Santa Maria a supervisé le budget au sein de la Commission européenne avant d'occuper ses fonctions gouvernementales. Autre candidat en lice, Mario Centeno, ministre des Finances portugais et actuel président de l'Eurogroupe, loué pour l'équilibre qu'il a su trouver entre croissance et discipline budgétaire. La Bulgare Kristalina Georgieva, directrice générale de la Banque mondiale, remplit elle aussi les critères. Elle maîtrise les rouages institutionnels européens et bénéficie d'un soutien de taille, celui du secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin, qui n'a pas tari d'éloges sur le travail accompli au sein de l'institution financière internationale. Et c'est ce qui referme cette édition. Merci de nous avoir suivis et excellent week-end sur la RTV.